Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Acheter ou louer, les 7 calculs à faire. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de résidence principale. Est-ce que c'est plus intelligent de louer ou d'acheter en fonction de plein de critères? Et justement, on va voir les 7 calculs qu'on peut faire pour pouvoir prendre sa décision en tout état de cause. Alors, évidemment, c'est une décision qui peut être subjective, un ressenti, etc. Mais moi, j'aime bien, même quand je prends en compte mes ressentis, essayer de poser des chiffres pour prendre conscience de l'ampleur de la situation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, on a des envies, puis on a envie de balancer tout en se disant « Ouais, non mais c'est bon, de toute façon j'ai envie ». Ok, mais juste essayons de ramener un peu de rationalité dans la chose et pour au moins prendre conscience de quelques éléments rationnels qu'on devrait prendre en compte dans la décision, même si après, évidemment, libre est de suivre ou pas son ressenti, mais on a eu conscience, en tout cas, des éléments purement rationnels qui entourent la décision. Alors moi, quand on a déménagé à l'île Maurice, je ne sais pas si vous savez, mais maintenant on habite à Maurice, on a eu cette question de est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on loue ? On s'est posé cette question, est-ce que c'est plus intelligent d'acheter à l'île Maurice ou est-ce que c'est plus intelligent de louer à l'île Maurice ? Vous allez voir dans les exemples, de temps en temps, je vais prendre des exemples qu'on a rencontrés ici sur place. Bon, en réalité, tout ce que je vais dire, ça s'applique complètement en France et vous allez voir, c'est des logiques que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai réussi à pousser un petit peu les choses, ma réflexion un peu plus loin ces derniers temps à cause du fait qu'on soit confronté à la situation justement récemment. Et vous allez être surpris parce que la 7e règle de calcul que je vais vous exposer, elle est grosso modo en train de me faire basculer sur le choix de oui, c'est quand même rationnel d'acheter sa résidence principale. Mais vous allez voir, on va faire étape par étape. C'est important que vous passiez par toutes les réflexions et calculs qu'on peut potentiellement faire. Alors la première chose, le tout premier calcul qu'on peut faire, c'est comparer le loyer par rapport à la mensualité si jamais on achète un bien. Donc, supposons que vous achetez un bien qui fasse 200 000 euros. Si jamais vous le louez, supposons peut-être qu'il serait à 800 euros par mois ou 1300 euros par mois. En vrai, j'en ai aucune idée, d'accord ? Mais si vous l'achetez, si vous faites un prêt sur 20 ans, ce sera grosso modo 1200 euros par mois. Et si c'est un prêt sur 25 ans, ce sera grosso modo 1000 euros par mois. Et il faut évidemment compter les charges propriétaires. Donc vous avez compris, d'un côté, vous notez la mensualité et les charges, en fonction que vous avez réussi à prendre un prêt sur 20 ou 25 ans. Et de l'autre côté, le loyer que vous auriez si jamais vous achetiez ce même type de bien. Évidemment, si par rapport à la localisation, vous vous trouvez l'achat est beaucoup plus intéressant que la location parce que la mensualité serait beaucoup plus faible que si vous louiez, ça veut dire que la partie résidence principale est gagnante à l'achat, alors que si le prix de la location est bien plus faible que la mensualité, dans ce cas-là, c'est plutôt la partie location qui gagne. Ça, c'était le premier calcul à faire. Le deuxième calcul, autre axe de réflexion, c'est l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est combien on s'enrichit, ou en tout cas on s'appauvrit tous les mois pour comparer. Si jamais on achète une résidence principale, avec la mensualité, grosso modo, au début, aujourd'hui par rapport au taux qui existe aujourd'hui, si vous avez une mensualité de 1200 euros par mois, il y a à peu près 600 euros de remboursement de capital et 600 euros d'intérêt, en tout cas au début des remboursements. Après, évidemment, au fur et à mesure des années, les intérêts baissent dans la part de la mensualité, alors que le remboursement de capital augmente. Mais évidemment, on ne sait jamais trop combien d'années on va rester dans cette résidence principale. C'est intéressant de savoir, ok, la première année, en réalité, je vais payer tant d'intérêts et je vais rembourser tant de capital par rapport à
si jamais j'étais en location, l'argent, entre guillemets, il part en fumée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capital qui est remboursé. Donc là, ça permet déjà de comparer deux choses qui sont un peu plus comparables. Ok ? Mais vous allez voir, bien sûr, il faut toujours faire attention parce que c'est qu'un axe de la réflexion. Hein. Mais voilà, par exemple, donc faisons très simple, si jamais vous avez une mensualité à 1 000 € par mois, si jamais vous achetez le bien, à ce moment-là, c'est 500 € de capital remboursé tous les mois et 500 € qui partent en fumée pour les intérêts. Mais il y a aussi des charges, hein, j'imagine. Alors que si jamais vous êtes sur une location, peut-être que c'est uniquement 800 € par mois qui partent en fumée. Mais il faut faire attention parce que sur la résidence principale, il y a peut-être aussi la taxe foncière et tout qui fait qu'en réalité, ce qui part en fumée est proche de ce qui part en fumée en location. Donc faites ce calcul-là également. Troisième calcul, et ça c'est un calcul qu'on a fait justement pour Maurice quand on a choisi d'emménager ici, c'est la rentabilité inversée. Alors qu'est-ce que j'entends par rentabilité inversée ? C'est quelle est finalement la rentabilité de mon propriétaire si je suis locataire. Donc, il faut savoir que, justement, à Maurice, c'est un marché, mais il y a des marchés en France, c'est exactement pareil, où le prix à l'achat est très élevé par rapport au prix de la location. Donc, imaginons qu'il y ait une maison à Maurice qui ait une valeur de 1 500 000 €, d'accord ? Et en fait, cette maison en location, peut-être qu'on peut la louer dans les 3 000 € par mois. Et si tu fais ton calcul, est-ce qu'il vaut mieux être locataire ou est-ce qu'il vaut mieux être le propriétaire de cette maison ? En fait, il vaut mieux être le locataire. Pourquoi ? Parce que 3 000 € par mois, c'est 36 000 € par an. Si la maison vaut 1 500 000, 36 000 € divisé par 1 500 000, c'est 2,4% de rentabilité. C'est pourri. C'est absolument pourri. Donc, par exemple, dans l'exemple que je viens de dire là, évidemment qu'il vaut mieux être locataire. Ok ? J'ai pris des exemples fictifs, je n'ai pas fait un cas exact, précis mauricien, mais vous pourriez faire la même chose en France. Il y a des secteurs, je pense, où quand vous réfléchissez au prix de l'achat par rapport au prix de la location, en fait, c'est un truc de dingue à quel point c'est pas rentable. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est vu par les acheteurs de ce genre de biens comme un placement patrimonial qui n'a pas besoin d'être rentable, tout simplement parce qu'ils se disent ça va grossir, ça va prendre en valeur, c'est un placement sûr, j'ai une maison à Maurice, c'est cool, mais bon, c'est exactement pareil en France, hein, ça peut très bien être, j'ai un bel appartement dans le centre de Paris, j'ai un beau, une belle maison, dans le sud-ouest de la France, voilà, c'est un bien patrimonial avec vue sur la mer. Je sais que c'est pas rentable, mais je m'en fiche. C'est un placement, plutôt un placement financier, mais pas du tout un investissement locatif à proprement dit. Voilà, donc ça, c'est le troisième calcul que je vous invite à faire. Donc, la rentabilité du propriétaire qui vous loue. Et si jamais elle est très faible, vous êtes en réalité gagnant, alors que si elle est plutôt forte, vous êtes plutôt perdant. Ça veut dire que vaut peut-être mieux être propriétaire et acheter. Ensuite, on continue. La quatrième réflexion que j'ai envie que vous fassiez, donc le quatrième calcul, c'est de réfléchir en valeur créée. Alors quand on réfléchit en valeur créée, il y a cette notion aussi de potentiel plus-value qu'on peut faire à la revente de cette maison ou de cet appartement que vous voulez acheter. Alors, c'est toujours important dans les calculs d'avoir en tout cas un ordre d'idée de la durée de temps dans laquelle vous voulez vivre dans le bien. Parce que ça, c'est mathématique. Si vous vivez que 1 ou 2 ans dans la résidence principale, il y a de très fortes chances que vous perdiez de l'argent et que vous perdiez de valeur. Sauf si vous avez fait des super travaux et que vous revendez très vite parce qu'il y a une belle plus-value à la clé. Mais comme il y a les frais de notaire qui coûtent quand même un certain prix, il faut quand même que votre plus-value soit suffisamment forte pour être rentable sur peu de temps. Alors que si vous avez détenu pendant plusieurs années le bien, peut-être 5 ans, à ce moment-là, la perte des frais de notaire, elle est un petit peu lissée et peut-être que du coup, c'est plus intéressant d'avoir attendu un peu plus longtemps. Mais ça, c'est le calcul qui va vous le dire. Et donc, le calcul que je vous invite à faire, c'est de vous dire, ok, si jamais je suis, dans le scénario, je suis propriétaire, au bout de 5 ans, quelle est la valeur que j'aurais créée ? Donc peut-être que j'ai acheté un bien à 200 000 €, je vais faire 50 000 € de travaux dedans, donc j'ai injecté 250 000 €. Et je suppose que dans 5 ans, ça va se revendre 300 000, ça c'est sûr, parce que
rien, sans même penser au marché, mais un bien sans travaux à tel endroit, ça vaut déjà 50 000 € de plus. Donc je vais avoir ces 50 000 € de plus-value. Bien sûr, il y aura les frais de notaire à rembourser, parce que les frais de notaire, ils ne sont pas pris dans le calcul, donc il faut le prendre aussi en calcul. Et j'aurai pendant 5 ans remboursé du capital, donc vous calculez combien de capital vous auriez remboursé, et vous avez aussi des pertes sèches de charges et intérêts et frais de notaire, donc toutes les pertes sèches que vous aurez faites en ayant fait cette acquisition. Et ça, vous faites le total et vous regardez au bout de 5 ans de combien vous êtes enrichi, et vous comparez à si vous étiez locataire, quelle est la perte sèche d'argent que j'ai eue sur les 5 prochaines années. Ça, c'est le premier cas de figure qu'il faut comparer, purement locataire et j'ai rien fait d'autre. Mais vous pourriez aussi comparer, oui, mais si j'avais fait un autre projet à la place. Imaginons, j'ai le choix entre acheter ma résidence principale ou acheter un petit immeuble à mettre en location et je reste locataire par la même occasion. Et bien en fait, vous comparez le scénario, je suis resté locataire, donc j'ai perdu de l'argent, mais à côté de ça, j'ai aussi acheté un immeuble rentable que j'ai exploité pendant 5 ans. Et là, vous regardez la valeur créée par tout ça. Et là, vous comparez les deux valeurs. Ça, c'est très intéressant de se rendre compte en réalité de la perte du coût d'opportunité, c'est-à-dire le fait d'avoir fait le choix d'acheter cette résidence principale vous a empêché de faire probablement, peut-être, un investissement locatif rentable et comparer la perte d'enrichissement réelle qui s'est produite. Ensuite, on est sur le cinquième calcul à faire. Et ça, je crois que ça, c'est un des méga points importants, surtout quand on est dans les débuts de ces investissements, d'accord, que vous n'êtes pas encore libre financièrement. Là, c'est crucial. C'est la comparaison des liquidités sur 5 ans. C'est-à-dire que on a trop tendance à se focaliser sur loyer, mensualité, etc. en se disant « oui, c'est le plus important, regarde, finalement c'est assez intéressant, je suis quand même rentable, il y a une plus-value qui m'attend dans 5 ans, nanana ». Et du coup, on parle sur des sommes théoriques, mais on oublie de penser à la partie purement compte en banque. Combien il y a d'argent sur ton compte en banque ? Et ça, c'est crucial parce que, imaginons vous faites un achat de résidence principale. Donc vous achetez, d'accord ? Vous faites le choix d'être propriétaire. Il y a les frais d'acquisition qui entourent cette acquisition. Donc vous perdez de l'argent déjà, frais de notaire, frais de dossier, frais bancaires, je ne sais pas quels autres frais vous avez, mais peu importe, vous avez certainement des frais qui sont autour de cette acquisition. Sans parler ensuite des travaux que vous allez réaliser dans ce logement. Beaucoup de gens se disent « je vais faire moi-même ». Du coup, elles passent leur week-end à acheter des pots de peinture, elles passent leur week-end à réaménager la terrasse. Et donc, en fait, ça fait perdre des liquidités, tout ça. Voilà. Et vous allez donc perdre en liquidité au niveau des mensualités, au niveau de la décoration, au niveau des petits travaux que vous allez faire en continu pendant 5 ans, plus les frais d'acquisition, peut-être qu'en fait, votre épargne aura fondu comme neige au soleil. Peut-être que vous aviez 100 000 € d'épargne, mais à la fin de ce projet, vous vous retrouvez plus qu'avec 50 000 € d'épargne. Et en fait, c'est très embêtant pour la suite de vos investissements si vous avez de l'ambition sur vos investissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste penser à la valeur créée dans votre maison, il faut aussi penser à la perte de liquidité. Donc, pensez bien à ça. Il faut, si jamais vous voulez optimiser votre achat de résidence principale, vous dire il faut que j'optimise ma perte de liquidité pour qu'elle soit la moindre possible. Donc évidemment, prêt sur 25 ans pour essayer d'avoir les plus faibles mensualités possibles pour limiter la perte en liquidité. Emprunter un maximum les travaux, pareil, limiter un maximum la perte de liquidité. Ne pas faire ou faire très peu d'investissement de votre poche dans le bien pour que vous gardiez votre épargne solide pour enchaîner les investissements. Je le dis toujours, ce qui bloque un investisseur, c'est jamais son taux d'endettement, c'est son manque de cash. À partir du moment où vous êtes à court de cash, la banque ne vous prêtera plus, peu importe votre taux d'endettement, ok ? Alors que si vous avez encore du cash, il y a des solutions qui existent pour justement pouvoir continuer à emprunter. Donc ça, c'est le point crucial. Et comparez votre perte de liquidité avec une perte de liquidité si vous étiez locataire. Ça fait les loyers multipliés par 12, multipliés par 5 ans, par exemple sur 5 ans. Et ça, c'est ce que vous perdez en liquidité. Mais ça tape pas forcément dans l'épargne. Donc, mais voilà, vous comparez avec la mensualité en prenant aussi en compte la mensualité et vous allez voir
Dans 5 ans, combien de liquidité vous avez dans votre poche, dans un scénario comme dans l'autre. C'est très important cette histoire de liquidité parce que c'est là où le bas blesse. Moi, je le sais parce que quand on fait des entretiens avec les membres de notre club ou des personnes qui veulent rentrer dans notre club, malheureusement, souvent, les gens « Ah, j'ai acheté ma résidence principale il y a 3 ans. » Et en fait, oui, il y a 3 ans, j'avais plein d'épargne, mais en fait, depuis, j'en ai presque plus parce qu'en fait, j'ai injecté dans ma résidence principale, j'ai injecté. Et c'est ça le problème. C'est que c'est vraiment ça, c'est une erreur vraiment basique, c'est que la résidence principale vous ponctionne trop de liquidité. Donc faites très attention à ça. Ensuite, 6e calcul à faire, qui n'est pas des moindres, et nous avec Cyril, on l'avait amèrement regretté quand on avait acheté notre résidence principale en France, c'est la perte en défocus et en temps. Alors je ne sais pas c'est quoi vos ambitions dans la vie, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos priorités. Peut-être que votre priorité numéro 1, c'est de devenir libre financièrement. Eh bien, attention, grand scoop, acheter une résidence principale ne vous avance pas vers l'objectif. Ok, ça vous défocus. Si votre objectif, c'est de devenir, j'en sais rien, chanteur ou artiste, acheter votre résidence principale, ça va juste vous défocus. Ok ? Comme d'hab. Parce qu'en fait, c'est un projet qui va prendre du temps, qui va prendre de l'argent, qui va prendre de l'énergie, de la charge mentale, que vous n'avez pas sur vos autres priorités. La vie, c'est comme ça, en fait. À chaque fois qu'on prend une décision, en fait, c'est un défocus c'est un renoncement. En fait, quand on choisit, on renonce. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en achetant sa résidence principale, on renonce à un focus sur autre chose. Quand on a acheté notre résidence principale en France, en fait, finalement, indirectement, on a renoncé à l'achat d'un autre immeuble. On a renoncé à développer notre entreprise aussi vite que ce qu'on aurait voulu faire. Et plus que finalement l'argent, en fait, nous, ça nous a vraiment défocus. Vraiment défocus. Je ne regrette pas parce que c'est fait, mais c'est un aspect aujourd'hui que je prends beaucoup plus en considération. Je sais que si je veux me dire, je vais racheter une résidence principale, la partie attention, ça va me défocus, elle est beaucoup plus importante. En tout cas, je vais y prendre beaucoup plus de soucis à ça par rapport à mes priorités. Et je pense même que d'ailleurs, je vais mettre en interdiction ultime de 2026. Attends, on est en quelle année là ? Ah ouais, on est en 2026. Donc en 2027, de me dire, on n'achète pas de résidence principale en 2027 pour rester focus. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet, on se défocalise de ses autres projets. Donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans mon message. Et posez-vous cette question, est-ce que c'est réellement votre focus du moment ? Est-ce que c'est votre priorité ? Est-ce que c'est la chose qui fait le plus de douleur pour vous et que vous voulez résoudre ? Ok ? Moi, je me rappelle à l'époque où on voulait devenir libre financièrement, mon focus, c'était la liberté financière. Je voulais pouvoir m'arrêter de travailler. Est-ce que acheter une résidence principale ou un appartement allait me faire avancer dans cette direction ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, non. Voilà, donc à vous de savoir c'est quoi votre focus, c'est quoi votre priorité, et c'est là qu'il va falloir être stratégique. D'accord ? Après, j'entends ma petite voix de certains détracteurs qui vont dire « Oui, mais Dorine, quand on n'a pas de liquidité, ça peut être intéressant de faire une plus-value. » Oui. Dans ce cas-là, si vraiment vous n'avez pas d'argent ou très peu d'argent de côté, peut-être que faire une sorte d'opération achat-revente de résidence principale où vous faites une plus-value, ça peut être intéressant. Mais, entre guillemets, ça ne rentre pas dans ma case j'achète ma résidence principale pour vivre dedans. C'est plutôt, je fais une opération d'achat-revente sous forme de résidence principale. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans ma tête de quand j'explique. Voilà. Ensuite, 7e et dernier point qui d'ailleurs est peut-être en train de me faire contredire tout ce que je viens de vous dire parce que c'est quelque chose qui me fait réfléchir en ce moment, c'est la partie confort de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par le confort de vie ? C'est de pouvoir avoir un bien dans lequel on se sent bien, justement. Est-ce que quand vous achetez votre résidence principale, est-ce qu'il y a un énorme écart de confort par rapport au fait d'être locataire ? Et ça, en réalité, ça va dépendre de votre marché également et de vos ambitions. Par exemple, si vous êtes sur un marché où, en location, il n'y a vraiment que des biens pourris, complètement délabrés, et que du coup, louer un bien correct où vous n'avez pas de bruit à côté avec des voisins parce que c'est mal isolé et que ça n'existe pas sur le marché, peut-être que là, il vaut peut-être mieux acheter pour pouvoir faire les travaux d'isolation, de confort qui vont servir à votre énergie au quotidien.
c'est ça la question que je pose, et c'est vraiment cette 7e question. Et d'ailleurs, c'est un peu la question que je me pose moi aujourd'hui. C'est que, on n'a peut-être pas encore assez visité de biens à Maurice. En l'occurrence, là, j'enregistre l'épisode, on est, ça y est, emménagé dans notre location. Donc, on est locataire d'une maison. Et en fait, ça, c'est compliqué pour moi parce que c'est vrai qu'avant, on était dans notre résidence principale en France. Tous les détails, toutes les finitions, elles étaient parfaites. Tout a été réfléchi, fonctionnel. La cuisine, tout a été pensé. La place de l'évier, la place du lave-vaisselle, la place des placards pour tel objet. En fait, on avait pensé tout, mais tellement dans le moindre détail. La buanderie, l'endroit pour étendre le linge, tout a été pensé. Et pour fluidifier notre quotidien. Vraiment, on a vraiment réalisé un appartement qui était optimisé pour notre quotidien à nous. Et là, de se retrouver locataire avec un propriétaire qui n'a absolument pas optimisé, pas fait les finitions comme il faut, pas forcément réfléchi aux espaces pour que ce soit pratique, là, je vous avoue que je suis un peu dans la souffrance de « Ah ouais, en fait, on était dans un confort absolu dans la résidence principale dans laquelle on était en France parce que tout était tellement bien pensé. Et là, en fait, je dois soit m'adapter, réorganiser les choses, même si évidemment c'est limité parce qu'on est locataire, mais essayer de développer ma créativité pour rendre les espaces hyper fonctionnels pour pas que je perde de temps et pour que ça reste confortable. Alors que si on était propriétaire, on pourrait faire tout comme on veut. Voilà, tout comme on veut, réfléchir à l'optimisation des espaces, le confort du matelas. Bref, vous voyez, je parle un petit peu de détails, mais qui n'en sont pas réellement sur le quotidien. C'est ça que je veux vous dire, c'est que posez-vous cette question, est-ce que, en étant locataire, vous allez réussir à atteindre un confort qui va vous rendre productif? Alors en tout cas, moi je suis toujours dans une réflexion de productivité pour me développer et avancer dans mes projets. Peut-être que vous, c'est pas votre délire, peut-être que votre délire c'est d'être confortable pour regarder votre série Netflix, je sais pas. Moi j'aime bien avoir un espace optimisé. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui écoutent le podcast qui sont comme moi, qui aiment bien que ce soit organisé avec les enfants, que le quotidien soit fluide. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les détails dans la vie peuvent rendre un quotidien fluide ou pas fluide en fonction de comment les espaces sont organisés dans la vie de famille. Et donc, voilà, c'est ça la question. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je suis dans ma réflexion en me disant, est-ce qu'on va réussir à rendre notre maison fonctionnelle comme on a envie, ou est-ce qu'au contraire, on va jamais y arriver et qu'il va falloir qu'on achète, et ou peut-être que c'était pas la bonne location et qu'il y aura une autre location qui va nous correspondre pour répondre à ce confort de vie qu'on a besoin. Et voilà, le confort, entendez-le bien, pour moi, c'est fluidifier le quotidien grâce aux espaces, avoir des endroits de travail qui nous correspondent vraiment et où on peut être productif, avancer dans nos projets. Pour moi, c'est ça. Plus tout ce qui est localisation par rapport au trajet, au transport qu'on veut optimiser. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez réfléchir et c'est cette 7e raison qui, en réalité, en général, fait que les gens préfèrent quand même la résidence principale, malgré tous les coûts que ça engendre, parce qu'ils savent qu'en termes de confort, ils sont mieux chez eux, parce qu'ils peuvent tout agencer comme ils veulent. Mais je me challenge moi-même quand je dis ça. Je pense que c'est aussi possible en location, sur plein de marchés, de trouver une location qui corresponde à ça et qui permette d'atteindre ce confort de vie, même si on est en location. Voilà, ça c'était ma réflexion. Je vous avoue que le 7e point, moi, c'est le petit côté qui me fait justement réfléchir à est-ce qu'il faut quand même pas être propriétaire là où on est aujourd'hui ou est-ce qu'on reste en location. Mais comme je vous l'ai dit, focus. J'ai pas envie de me redéfocus sur 2027 en achetant une maison, machin, nanan. J'ai envie qu'on reste focus sur nos objectifs d'entrepreneuriat, de fluidité, de quotidien avec les enfants. Et je suis persuadée qu'on va réussir à trouver des solutions dans notre location pour que ce soit agréable à vivre, optimisé. Et puis on verra après dans un second temps, peut-être pour 2028. Voilà, mais je réfléchirai d'ici là, j'ai le temps. Sur ce, j'espère que ça vous a fait du bien de réfléchir à cette façon de penser. Donc je le redis tout très très vite. Tout d'abord, il y avait la comparaison loyer et mensualité. Ensuite, il y avait la partie sur l'enrichissement. Troisièmement, il y avait la rentabilité inversée, c'est-à-dire de calculer la rentabilité de votre propriétaire si vous êtes locataire. Quatrièmement, de réfléchir en termes de valeur créée. Cinquièmement, de comparer les liquidités sur les 5 prochaines années, voire 2-3 prochaines années en fonction de vos projets. Sixièmement, la perte en défocus et en temps.
Et septièmement, votre confort de vie par rapport à votre environnement et votre énergie et ce que ça dégage. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.